Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine, la série Cogito s'intéresse au rapport entre cinéma et politique dans une perspective historique, à la détection de virus dans l'air, c'est-à-dire l'aérovirologie, et au dialogue interreligieux dans la ville de Québec. Comment le cinéma a-t-il servi les intérêts du gouvernement québécois entre 1960 et 1980? Marc-André Robert, qui représente la faculté de lettres, répond à cette question au travers de ses recherches portant sur l'Office du film du Québec. Marc-André Robert, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez la faculté des lettres et plus précisément le département d'histoire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'interaction politique, cinéma et histoire? En fait, cet intérêt-là pour la chose cinématographique et sa relation avec la politique vient de mes études de maîtrise en histoire. Lorsque j'ai entamé mes études de maîtrise en histoire à l'Université de Sherbrooke, j'ai étudié un prêtre cinéaste qui a fait du film au Québec dans les années 30 à 60. Et ce cinéaste-là a travaillé pour un organisme que l'on appelait à l'époque le Service de cinéphotographie provinciale ou la Cinéphoto. Le Service de cinéphoto en lui-même, c'est l'ancêtre de l'Office du film du Québec, qui est le sujet de mon projet de thèse doctorale. Cet organisme-là, qui a été fondé en 1941, va évoluer jusqu'en 1983, où il sera aboli puis il sera dispersé dans les différents ministères qui l'auront constitué. Et c'est pour ça que quand on étudie l'Office du film du Québec, il faut garder en tête que ce n'est pas un cinéma que l'on va voir un dimanche après-midi, comme quand on allait au VU, par exemple. On va le voir à quel moment? Bien, c'est ça. En fait, ces films-là les projections comme telles, c'est des projections privées, généralement, ou communautaires, mais qui sont présentées dans des communautés dans des occasions spécifiques. À la fois, ça peut être des activités promotionnelles de ministères, des campagnes d'information sur un sujet donné. Par exemple, la salubrité publique, par exemple. Bien là, on fait des campagnes d'éducation civique et populaire là-dessus. Et là, on va regrouper différentes associations, différents groupes de gens pour diffuser ces films-là et discuter avec les citoyens. Parce que l'aspect aussi de discussion qui est super importante là-dedans, c'était pas uniquement des films que l'on projetait comme ça, puis on laissait les gens avec le souvenir et l'impression qu'ils avaient de ces films-là. Il y avait des gens qui étaient sur place pour commenter les images, pour répondre aux questions des gens, ce qui fait que ça en fait un outil didactique très intéressant par rapport aux films conventionnels. Alors, du côté canadien, cette utilisation du film date de très longtemps parce que l'Office national du film du Canada a été fondé à la fin des années 30. Déjà, à l'Office national du film, on fait des documentaires, on fait de la fiction éventuellement, mais on fait aussi des films éducatifs. Il y a des campagnes d'éducation aussi qui se font à cette époque-là par l'Office national du film. L'Office du film du Québec, qui est créé dans les années 60, reprend un peu cette mission de l'ONF, mais à échelle plus provinciale. Concrètement, dans votre travail de recherche, comment est-ce que vous y êtes pris? Qu'est-ce que vous avez analysé? Moi, j'ai analysé en fait à la fois d'un point de vue institutionnel, c'est-à-dire que j'ai pris l'Office du film du Québec dans les rapports annuels, sa correspondance, donc tous ces papiers administratifs. Donc, j'ai analysé à la fois d'un point de vue institutionnel comment cette machine-là fonctionnait, comment cet organisme-là fonctionnait au jour le jour, et à la fois ce qu'elle produisait en tant que film. En procédant comme ça, qu'est-ce que vous recherchiez précisément? Moi, je recherchais principalement en fait à avoir un portrait très global de l'utilisation politique du film au Québec pour la période 1960 à 1980. Donc, de voir, parce que c'est une dynamique qu'on connaît très peu. On connaît bien la communication gouvernementale, les stratégies de communication gouvernementale assez bien au Québec et au Canada comme ailleurs. Mais par l'entremise du film, c'est une dynamique qu'on connaît très peu au Québec, qu'on connaît du côté canadien par l'Office national du film, qu'on connaît ailleurs, en France, en Allemagne, lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais très peu au Québec. Vous avez développé ce que vous semblez dire être une nouvelle méthodologie qui s'articule autour du thème de la transdisciplinarité. Comment est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que la transdisciplinarité? En fait, depuis très longtemps, depuis plusieurs années, on parle en sciences humaines et sociales d'interdisciplinarité. Le fait de réunir des chercheurs ensemble pour travailler sur un objet commun.
sur un sujet commun et produire de cette façon-là différentes perspectives sur un même objectif. Moi, lorsque j'aborde mes recherches, je les aborde dans une optique de transdisciplinarité. Pourquoi? Parce qu'il s'agit vraiment de créer une méthode nouvelle à partir de méthodes existantes. C'est-à-dire que moi, je suis historien, j'ai une méthode d'historien, mais comme j'interagis avec le film, avec un document filmique, je me dois aussi de m'interroger et d'approcher aussi de la méthode d'étude cinématographique, par exemple. Donc, dans ce cas-là, il ne s'agit pas uniquement d'adopter une méthode dite historienne pour étudier un film, mais bien de créer une méthode nouvelle qui va combiner deux disciplines. Et dans mon cas, ça serait peut-être même plus que deux disciplines, puisque l'aspect communication et l'aspect politique également. Donc, c'est de créer une méthode qui va combiner différentes méthodes à la fois en histoire, en politique, en communication et en études cinématographiques. Est-ce que dans le cadre de votre travail, vous avez eu à développer un canevas spécifique par rapport à votre recherche? Oui, j'ai eu en fait à m'inspirer des méthodes et des ébauches qui ont été développées par les historiens français, qui consistent d'abord à opérer une retranscription filmique de l'ensemble du document, donc c'est-à-dire scène par scène, plan par plan, être en mesure de pouvoir décrire ce que l'on voit visuellement, s'il y a une bande sonore, retranscrire aussi les dialogues, le voice-over s'il y en a. Et de cette façon-là, en ayant une retranscription filmique du document, du film en lui-même, on peut par la suite, et là on multiplie ça à différents documents, et là on peut justement analyser différentes thématiques, donc différents sujets qui vont se retrouver d'un film à un autre, faire des regroupements de cette façon-là et pouvoir analyser des thématiques. Vous l'avez fait pour combien de films, ça? En fait, pour mon projet de thèse, ça va être quelques centaines de films. Est-ce que vous pouvez dire ou pas si les gouvernements actuels ont appris de cette période où justement le film a beaucoup aidé à leur visibilité? Actuellement, au gouvernement du Québec, il n'y a pas nécessairement le même type d'utilisation du film comme celle qui se faisait à l'époque, dans les années 60-80, parce que l'Office du film du Québec est démantelé en 83. À partir de ce moment-là, c'est les différents ministères respectifs qui reprennent les moyens de production, comme le ministère de l'Éducation, qui va éventuellement produire Passe-Partout, par exemple, que tout le monde connaît. Donc, Passe-Partout est un héritier de l'Office du film du Québec, si on veut. Mais ceci dit, actuellement, et depuis les années milieu 80, on voit un développement de l'idéologie néolibérale qui vise à désinvestir l'État de la vie des citoyens, c'est-à-dire de diminuer le plus possible le rôle et l'implication de l'État dans la vie des citoyens. Aujourd'hui, on voit que les gens sont très cyniques à l'égard de la politique, se désinvestissent de la chose politique, ils n'ont plus confiance en leurs élus et en leurs institutions. Pourquoi? Forcément parce qu'il y a un lien de communication qui n'existe plus ou qui est brisé. Est-ce qu'une utilisation rajeunie ou rafraîchie d'une entreprise telle que celle de l'Office du film du Québec pourrait contribuer à rétablir ce lien de confiance-là et cette communication entre le citoyen et l'État et les gouvernements? Je pense que oui, ça serait une partie de réponse, mais il faudrait creuser davantage, mais je pense que c'est une partie du problème. Parlons un peu retombées de vos études. Est-ce que le milieu historique ou le milieu politique s'est intéressé à vos travaux? Donc oui, ça intéresse beaucoup déjà dans les conférences que je donne dans les cours au niveau universitaire. Les gens s'intéressent beaucoup, les jeunes, les nouveaux historiens, les historiens en devenir s'intéressent beaucoup à cette chose-là. Mais je pense que mes recherches et celles de mes pairs qui travaillent comme moi sur le médium filmique en histoire vont contribuer justement à créer un nouveau courant en histoire, ou du moins à intéresser une nouvelle génération de jeunes historiens à l'utilisation de différents documents en histoire et non pas uniquement l'archive papier. Étant donné que vous faites partie des premiers à Québec à le faire, vous devez sans doute avoir une petite longueur d'avance. Est-ce que vous voulez en profiter pour continuer dans ce champ de recherche-là? Oui, absolument. Déjà, je prévois, en fait, pour mes recherches postdoctorales, de m'intéresser à la période pré-service de cinéphotographie, donc avant les années 40, donc entre les années 20 et 40, où là, ça va être assez difficile de recueillir de l'information parce que les archives datent depuis longtemps, on s'en doute bien. Mais les documents filmiques aussi, il y en a probablement pour la plupart qui ont été détruits par l'usage du temps, par les mauvaises conditions de conservation. Mais j'espère pouvoir aller fouiller cette période-là qui est embryonnaire à l'existence du service de cinéphotographie, éventuellement de l'Office du film du Québec. Et possiblement par la suite voir actuellement quelles sont les répercussions depuis le démantèlement de l'Office du film du Québec, donc depuis 1983, quelles sont les différentes incarnations du film à l'intérieur de l'appareil gouvernemental, comment c'est utilisé, à quelle fin. Donc ça sera pour des recherches futures. Marc-André Robert, merci. Merci à vous.
Penchons-nous maintenant sur les recherches de Marie-Josée Toulouse, qui représente la faculté des sciences et de génie. Elle s'intéresse à la détection des virus dans l'air, c'est-à-dire l'aérovirologie. Marie-Josée Toulouse, bonjour. Bonjour. Vous représentez la faculté des sciences et de génie, et plus précisément le département de biochimie, de microbiologie et de bioinformatique. Vous vous intéressez à la présence de virus dans l'air. Qu'est-ce qui a fait que vous, en partant comme chercheur, vous vous êtes intéressé à ce domaine-là? En fait, je me suis intéressée à ce domaine-là parce que c'est un domaine qui est nouveau. Il y a beaucoup de créativité dans ce domaine, donc au niveau des méthodes, des outils utilisés en laboratoire. Et c'est aussi un domaine qui va toucher à plusieurs autres domaines, en fait. Finalement, vous vous intéressez à la présence de virus dans l'air. C'est exact. Donc, je m'intéresse à, en fait, une méthode de détection des virus qui sont transmis par voie aérienne parce qu'il y a de nombreux virus, comme par exemple les virus influenza, qui vont se propager dans l'air. Ils peuvent se propager sur de très longues distances et rester en suspension très longtemps dans l'air. Donc, il est d'intérêt de développer une méthode de détection qui va être générique pour ces virus. Quand vous dites une méthode de détection générique, ça veut dire quoi? Actuellement, on est capable juste de détecter 1, 2, puis vous voudriez en prendre plus? En fait, les méthodes actuelles de détection des virus permettent de détecter spécifiquement certains virus, mais il n'existe aucune méthode qui permet de détecter une panoplie de virus en un seul essai. Finalement, l'avantage de la méthode que vous souhaiteriez avoir en place, ça serait quoi? Donc, nous, on souhaite avoir une méthode de détection générique des virus qui va nous permettre de savoir si oui ou non il y a un danger d'être exposé à des virus présents dans l'air. Donc, c'est une méthode qui va cibler plusieurs virus à la fois. Comment est-ce que vous travaillez concrètement? Ce qu'on fait en laboratoire, en fait, c'est qu'on aérosolise des virus. Donc, on envoie des virus dans l'air dans une chambre qui est fermée. Et par la suite, on va échantillonner ces virus avec un appareil qui va en fait collecter toutes les petites particules dans l'air et les récolter, par exemple, dans un liquide ou sur un filtre. Par la suite, on va faire un essai enzymatique afin de voir si l'enzyme que l'on étudie sur le virus va avoir été endommagée et voir aussi l'effet sur l'effectivité du virus. L'avantage de s'assurer que l'enzyme n'a pas été endommagée serait quoi? En fait, l'enzyme présente sur le virus qu'on appelle l'anuramidase, c'est notre marqueur pour détecter la présence des nombreux virus dans l'air. Donc, on veut s'assurer que les processus d'aérosolisation des virus, donc lorsqu'on les envoie dans l'air, et les processus d'échantillonnage, lorsqu'on les collecte, ne vont pas endommager l'enzyme. Comment se répandent les virus dans l'air et comment vous faites pour reproduire ça en laboratoire? Donc, la façon dont les virus se répandent dans l'air, c'est en étant aérosolisés. Il y a deux façons d'aérosoliser des virus. Donc, de façon primaire, lorsque un humain ou un animal infecté va respirer, tousser ou éternuer. Et il y a aussi de façon secondaire, lorsqu'une surface ou un liquide contaminé va être perturbé, soit par une force physique ou par un flot d'air. En laboratoire, on utilise un appareil dans lequel on met une solution contenant les virus et cet appareil va aérosoliser le virus dans l'air. Il y a une enzyme spécifique qui est importante dans votre travail. Pourriez-vous nous en parler un peu? Il y a une enzyme qui est à la base de mon projet, c'est l'enzyme neuraminidase. Cette enzyme est présente à la surface de nombreux virus qui causent des infections respiratoires, à la surface de cellules de mammifères et à la surface des bactéries. Donc, dans mon projet, j'utilise un substrat qui est reconnu spécifiquement par la neuraminidase des virus. Donc, elle ne sera pas reconnue par les autres types de neuraminidase. Si vous aviez trouvé une bonne méthode, parce que finalement vous ne développez pas un échantillonneur, vous voulez tester, à quoi ça servirait? En fait, nous voulons déterminer quel est l'échantillonneur qui va être le plus efficace pour récolter les virus, parce qu'actuellement, les échantillonneurs ont surtout été utilisés pour collecter des bactéries et des moisissures, mais leur effet sur les virus est encore peu connu. Donc, nous voulons choisir le meilleur échantillonneur pour préserver l'intégrité de l'enzyme. Et par la suite, avec l'échantillon, nous avons développé et nous sommes en train de valider l'essai enzymatique qui permet la détection des virus. Au niveau de la méthodologie, comment travaillez-vous?
Donc, au niveau de la méthodologie, je vais échantillonner des virus dans l'air et par la suite, j'utilise mon échantillon pour faire un essai enzymatique. Au niveau de l'essai enzymatique, j'utilise un substrat qui est reconnu spécifiquement par les neuraminidase des virus. Donc, ce qui se passe dans la réaction enzymatique, c'est que l'enzyme va hydrolyser le substrat, donc elle va le couper et il y a une partie du substrat qui va être libérée et cette partie-là émet de la fluorescence que par la suite, on peut détecter. Et c'est lorsqu'on détecte de la fluorescence qu'on sait qu'il y a des virus présents. Moi, j'effectue ma maîtrise à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et comme il y a de nombreux pneumologues, ils sont intéressés à des méthodes de détection des virus dans l'air parce que les virus que nous pouvons détecter avec l'essai enzymatique qui est développé et validé sont des virus qui causent beaucoup d'infections respiratoires comme les virus influenza, para-influenza. Donc, c'est d'intérêt, en fait, pour les médecins et les autres chercheurs d'être en mesure de détecter ces virus dans l'air. Concrètement, qu'est-ce que ça peut changer pour nos concitoyens qui sont touchés par ces virus-là? En fait, ultimement, dans le projet, nous voulons développer avec nos collaborateurs de l'Université de Waterloo un appareil qui va permettre la détection des virus dans l'air. Donc, au niveau de l'appareil, l'essai enzymatique que nous avons développé va être miniaturisé et intégré dans un petit dispositif portatif qui pourra être apporté sur le terrain. Donc, ce dispositif pourra être utilisé dans les hôpitaux, par exemple, dans les salles d'urgence, ou encore dans des bâtiments agricoles où il y a l'élevage d'animaux qui peuvent eux aussi être infectés par des virus transmis par voie aérienne. Quels seraient les avantages de l'outil que vous êtes en train de développer? Donc, l'avantage du dispositif que nos collaborateurs développent, c'est que ce dispositif va pouvoir être apporté sur le terrain. Donc, les personnes qui vont effectuer l'essai enzymatique n'auront pas à apporter les échantillons en laboratoire. Donc, ça va pouvoir se faire sur place et nous aurons une réponse en 3 minutes. Et donc, éventuellement, l'impact que va avoir ce dispositif, c'est que ça va permettre de détecter si oui ou non il y a une menace virale et si oui, ça va permettre de prendre des mesures préventives pour ne pas qu'il y ait de transmission des virus. Donc, ça pourrait prévenir des épidémies, des pandémies et être utilisé en fait comme une méthode de surveillance. En adaptant en fait vos recherches, est-ce que vous serez capable de toucher à d'autres virus que ceux que vous étudiez déjà en ce moment? Oui, tout à fait. En fait, le substrat qu'on utilise est reconnu par les enzymes neuraminidase. Malheureusement, l'enzyme neuraminidase n'est pas présente à la surface de tous les virus qui existent. C'est présent à la surface de nombreux virus qui causent des infections respiratoires, mais en utilisant un substrat différent, il serait possible que ce substrat soit reconnu par une autre enzyme présente chez de nombreux autres virus. Donc, il serait possible d'adapter notre méthode de détection pour reconnaître en fait différents groupes de virus. Vers où dirigez-vous votre carrière? Suite à ma maîtrise, en mai 2013, je vais commencer un doctorat et par la suite, j'aimerais aller effectuer un postdoctorat à l'étranger et éventuellement, dans de nombreuses années, j'aimerais être professeur-chercheur à l'université. Marie-Josée Toulouse, merci. Merci. Tandis que le Québec s'ouvre de plus en plus au reste du monde, Frédéric Bonenfant, qui représente la faculté de théologie et des sciences religieuses, souhaite rétablir le dialogue entre les religions elles-mêmes. Frédéric Bonenfant, bonjour. Vous représentez la faculté de théologie et sciences religieuses et vous vous intéressez particulièrement au dialogue interreligieux. D'abord, dites-moi, d'où est né votre intérêt pour ce domaine-là? C'est un intérêt qui date de très longtemps. Je suis née dans une famille athée et je me suis toujours posé des questions sur le phénomène religieux. Je fais aussi partie de la première génération des enfants qui ont eu l'enseignement moral. Donc, j'ai toujours eu une certaine liberté à poser des questions sur la foi, sur le phénomène religieux. J'ai découvert aussi, là, au fil des années, toute une sous-culture du phénomène religieux, des nouvelles spiritualités, les nouveaux mouvements religieux. Je dis une sous-culture, donc c'est pas nécessairement sur la place publique, mais c'est un réseau qui est existant à Québec. Et c'est une nouvelle façon d'être religieux que j'ai observée, là, puis qu'on observe aussi ressortir un peu partout dans les infrastructures de la Ville de Québec. Donc, cet intérêt-là est venu se jumeler à un parcours plus académique qui était presque séparé au départ. Le parcours académique, j'avais une formation en philosophie avec un gros coup de cœur pour la philosophie pour enfants, qui est une pratique de dialogue aussi. Donc, on utilise la communauté de recherche philosophique pour développer le jugement critique des enfants. Donc, je m'intéressais beaucoup à cette pratique-là. J'avais commencé un mémoire là-dessus.
Mais pour des raisons personnelles, j'avais dû quitter l'université, puis je me suis retrouvée dans un autre univers qui est l'univers du travail communautaire. Donc, tout le réseau communautaire de la Ville de Québec, j'ai travaillé 6 ans dans ce réseau-là pour découvrir une richesse incroyable. C'est des gens extraordinaires, c'est un réseau qui a énormément de potentiel, mais qui est sous-exploité parce que sous-financé, là, on ne se le cache pas. Et j'ai vraiment tissé un lien qui m'a donné une perspective très pratico-pratique là, pour outiller les intervenants sur le marché, sur le réseau communautaire, pardon. Et à ce moment-là, dans mon retour aux études, là, je suis allée jumeler mes 2 passions pour travailler sur une pratique communautaire qui a lien avec le religieux. Donc, pour aller étudier, comprendre les dynamiques, pour aller justement outiller les intervenants qui montent et organisent des activités comme celle-là dans la région de Québec. Dans quel contexte naît l'événement Les 12 heures de spiritualité? C'est une excellente question. C'est un contexte assez particulier. On se reporte à la période du Sommet des Amériques. Donc, c'était la Ville de Québec était barricadée. On recevait tous les grands de ce monde qui venaient discuter des grands enjeux économiques, de l'avenir de la planète, etc. Donc, il y a un groupe de gens qui ont voulu réunir les leaders spirituels et des gens de diverses spiritualités, se réunir ensemble pour réfléchir et envoyer un message politique aux gens pour dire il n'y a pas que les enjeux politiques qui sont importants, les enjeux spirituels ont leur place dans les discussions sur l'avenir de la planète. Donc, c'était vraiment dans l'idée de fournir un message à la société. Et ça, c'est une dynamique qui a évolué à l'intérieur de l'activité. Elle s'est lentement transformée au fil du temps là, pour devenir de moins en moins un message politique à lancer à l'extérieur, mais de plus en plus un travail à l'interne sur soi pour rentrer en dialogue avec l'autre. Les 12 heures de la spiritualité, c'est vraiment une pratique de dialogue qui rejoint tout le monde, pas nécessairement des spécialistes, mais ça s'adresse à des gens au quotidien. Donc, c'est gratuit, c'est facile d'accès, ça s'adresse aussi aux étudiants, évidemment. Depuis quelques années même, c'est un événement qui a lieu ici sur le campus de l'Université Laval, en collaboration avec le Bureau de la vie étudiante et bon, d'autres organisateurs, évidemment. Mais c'est vraiment dans l'optique de s'adresser à tout le monde, à tous. C'est ouvert. Il y a plusieurs communautés religieuses et spirituelles qui sont représentées, donc on essaie de balayer large, disons. Du point de vue des participants, on a beaucoup plus besoin ou on recherche beaucoup plus un partage d'expérience qu'un partage de théologie ou de théorie par rapport à ce qu'on vit religieusement. Et il y a aussi un espèce de petit décalage entre ce qu'on appelle l'interspirituel ou l'interreligieux et l'interculturel. Pourriez-vous nous expliquer les 2 termes? L'interculturel, là, je parle de la perspective du participant, là, c'est pas des grandes théories non plus, mais l'interculturel, on fait plus référence à un échange de détails, donc de comment je m'assois quand je prie, comment j'utilise tel objet ou comment je m'habille, bon, des trucs du genre, ou c'est plus du domaine de l'anecdote, disons, interculturel, où on va échanger quelque chose qui est étranger dans une autre culture. Et l'interspiritualité ou l'interreligieux, tel que le demandent la plupart des participants, c'est un partage de vécu. Donc, on est en relation avec le sacré, on est en relation avec le divin, on veut savoir comment l'autre entre en relation avec ce sacré ou ce divin-là, que la plupart des participants considèrent comme étant le même. Donc ça, c'est déjà une approche particulière qu'on ne voit pas nécessairement dans la théorie ou qui n'est pas facile à théoriser, là. Vous semblez beaucoup vous intéresser au dialogue interreligieux. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Le dialogue, c'est d'abord une pratique publique, c'est sur l'espace public et c'est une pratique où les gens vont pouvoir exprimer justement un certain courant, une certaine manière d'être religieux ou d'être spirituel, là, selon les termes de certaines personnes.
Et en même temps, la dynamique du dialogue, c'est une dynamique qui est complexe, qui est riche, qu'on peut l'étudier pendant des années. Je ne suis pas sûre qu'on va en faire le tour. Donc, mêler tout cet aspect intériorité, spiritualité et l'aspect dynamique du dialogue que j'avais déjà étudié dans la communauté de recherche, c'était vraiment un mix idéal pour moi. À quoi pourrait servir le résultat de vos recherches? À court terme, là, ce que j'aimerais vraiment, ça serait d'outiller le comité d'organisation d'une activité comme celle-là. Donc, essayer de leur faire comprendre réellement les dynamiques qui sont en place pour améliorer l'activité, donc la rendre beaucoup plus intéressante et beaucoup plus effective. Évidemment, là, un peu plus grande échelle, là, je viserais d'outiller vraiment les intervenants qui veulent travailler avec des activités comme le dialogue interreligieux sur le terrain, comprendre la dynamique. Évidemment, ça nous permet de créer une meilleure activité qui a beaucoup plus d'impact dans la société. Donc, à beaucoup plus long terme, cet impact-là, quand on est bien outillé, évidemment, là, je vise un agrandissement du vivre ensemble, de la tolérance et de meilleure compréhension de l'autre dans sa culture, dans sa religion et dans sa spiritualité. Frédérique Bonenfant, merci. Merci beaucoup. Revoyez ou découvrez les émissions diffusées cette semaine sur ulaval.tv. Prochainement, à Cogito, il sera question de l'ophtalmologie appliquée à la psychiatrie, de conflits civils et de l'implication des patients lors de consultations nutritionnelles. Au revoir.